La Russie ne veut pas jouer, elle veut dominer l'Arctique. Dans cette vidéo exclusive, découvrez comment Rosatom, le géant russe du nucléaire, entre dans une nouvelle ère de conquête arctique aux côtés de la Chine, de l'Inde et d'autres puissances émergentes. Pourquoi 11 brise-glaces nucléaires ne suffisent plus à Moscou? Quelles sont les vraies ambitions stratégiques de la Russie sur la route maritime du Nord? Et comment cette course à l'Arctique pourrait redistribuer les cartes du pouvoir mondial? Restez jusqu'à la fin pour comprendre les enjeux cachés derrière ce discours puissant et visionnaire. Et surtout, donnez votre avis en commentaire. La Russie peut-elle devenir la puissance incontournable du Grand Nord? L'Occident est-il en train de perdre la partie? Abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous à plonger dans les coulisses glacées d'une guerre économique qui ne dit pas son nom. Commençons par cette question, puis nous reviendrons à notre sujet principal. Visiblement, la pause de 10 minutes n'a pas interrompu notre discussion, nous poursuivons le débat entamé lors de la précédente séance plénière. Mais puisque la question a été posée, il faut y répondre. Rappelons un peu d'histoire, ce qui est d'ailleurs pertinent, car le 20 août, nous célébrerons les 80 ans de l'industrie nucléaire dans notre pays. C'est à cette date qu'a été créée la première administration principale auprès du Conseil des ministres de l'URSS, pour ainsi dire, l'ancêtre du ministère de l'industrie atomique soviétique, puis de Rosatom. Depuis les tout premiers jours de l'existence de cette industrie, nous avons été à la fois un ministère chargé de mettre en œuvre la politique d'État et un des plus grands holdings industriels. Autrement dit, pour utiliser le langage de la physique théorique, nous possédons la propriété de superposition quantique, nous pouvons être simultanément dans deux états. Et cela ne nous gêne pas, au contraire, cela nous aide à combler les écarts entre la politique publique et les intérêts des milieux économiques, qu'il s'agisse d'entreprises publiques ou privées. Parmi nous se trouvent des collègues du corps des gouverneurs, des ministères. J'espère que nous savons coopérer de manière responsable avec les autorités publiques et avec les fonds budgétaires. Nos notations au ministère des Finances en matière de discipline financière sont élevées. J'espère que les collègues du monde des affaires confirmeront que nous avons toujours cherché à établir un dialogue honnête avec les entrepreneurs. Dans le cadre du développement du SMP, la route maritime du Nord, il existe un conseil des participants. Le dialogue n'y est pas facile, les intérêts sont divers, les ressources limitées, mais ce dialogue est toujours honnête et ouvert. Il peut être tendu, mais il reste sincère et transparent. Notre superposition n'est donc pas une contradiction, c'est notre force. Et cette synergie est précisément ce qu'il faut lorsqu'il s'agit de prendre des décisions audacieuses. C'était le cas lors de la création de l'industrie nucléaire, et j'espère que ce sera encore le cas aujourd'hui, alors que nous avançons avec des plans ambitieux et des transformations fondamentales dans l'espace arctique et sur la route maritime du Nord. Vous avez évoqué notre mission, notre engagement. C'est clair. Notre première tâche est d'assurer le flux de marchandises. Aujourd'hui, nous avons atteint plusieurs dizaines de millions de tonnes, près de 38 millions, un record l'an dernier. Nos collègues qui développent le gisement, Severny, nous disent, préparez-vous à des centaines de millions de tonnes. Oui, la pression des sanctions est forte. Non seulement en matière d'équipement technologique, mais aussi de transport, de financement, et de contrats de vente à long terme des ressources extraites en zone arctique. Nous en avons conscience et nous agissons en fonction de différents scénarios. Actuellement, selon le scénario en cours, 11 brise-glaces sont nécessaires. Nous les avons, 4 anciens, 4 nouveaux nucléaires, et 3 autres, merci au ministère des Transports. Ce sont des brise-glaces de moindre puissance, diesel, mais ils remplissent leur fonction. Il nous faut désormais passer à l'étape suivante, prévoir un trafic de 100 à 150 millions de tonnes, ce qui signifie non plus octobre 2011, mais 15 à 17 brise-glaces. Il faut donc construire davantage. Un brise-glace ne transporte pas de marchandises. Il ouvre la voie. Il faut donc aussi une flotte de fret. Et je comprends que nous n'ayons pas la capacité industrielle pour répondre de manière anticipée à cette demande. Nous avons besoin de coopération internationale. Nous savons travailler sur le marché mondial. Nous avons la confiance de nos partenaires. Vous avez mentionné nos relations avec la République populaire de Chine.
Le dialogue se développe aussi intensément avec l'Inde, ainsi qu'avec un certain nombre d'autres pays compétents en construction navale. Et bien sûr, sous la direction du gouvernement et du ministère de l'Industrie, nous devons élaborer une politique complète pour développer nos propres capacités de construction navale, notamment sur nos chantiers, mais aussi en nous appuyant sur la coopération internationale. La sécurité est aussi essentielle. Je ne peux qu'appuyer ce qu'a dit Sergueï Alexeevitch, c'est le fondement sans lequel aucun développement n'est possible. Deuxième point, nous ne pouvons pas laisser un entrepreneur seul face aux risques de l'Arctique, notamment climatique. Combien d'articles avons-nous lus sur le réchauffement climatique, affirmant que bientôt l'eau atteindra je ne sais où, et qu'on pourra naviguer en kayak sur la route maritime du Nord? Ça ne se confirme pas. Croyez-le ou non, mais notre première crise a eu lieu en 2021, ce qu'on a appelé la crise de Pevek. Pour un ensemble de raisons, la mer a gelé anormalement tôt, de façon catastrophique. Grâce à l'héroïsme de nos équipes de brise-glace, des capitaines de cargo, nous sommes sortis de cette situation sans perte. Mais cela nous a appris beaucoup. À la suite de cela, une décision a été prise, centraliser la gestion du trafic maritime. Cela a été fait au sein de la société d'État Rosatom. Le projet Sevmorpub 2 a été lancé. Et cette sécurité, dans notre interaction avec les milieux économiques, le ministère des situations d'urgence, l'Agence médico-biologique fédérale, le service des gardes-frontières, elle doit être assurée immédiatement, pas dans 30 ans, demain. Comprenez-vous? Demain. Comme toujours, il n'y a ni temps ni argent. Mais nous avons tout, des idées, des gens, des solutions techniques. Ce qui manque, c'est le temps. Et l'argent, bien sûr. Je soutiens donc non seulement Sergueï Alexeevitch, mais je lui suis reconnaissant pour cette articulation à l'échelle du Conseil maritime présidentiel. Il est important de parler de financement. Car de tels projets ne se réalisent pas uniquement avec du financement commercial. Il n'y a pas d'exemple d'infrastructure majeure financée uniquement par des crédits bancaires. Que l'on prenne le canal de Panama ou d'autres grands projets, il y a toujours des opérateurs d'infrastructures, du secteur privé, mais c'est l'État qui pilote. Je sais comment cela fonctionne pour le canal de Suez, quelle est l'attitude du président égyptien Sisi. C'est une politique d'État, placée entre les mains du président. Mais avec notre technologie, notre industrie, notre science, nous allons accélérer. J'en suis certain. Et quand on accélère, l'économie suit. Et quand l'économie décolle, le reste suit aussi. Malgré les sanctions, malgré l'infrastructure encore incomplète de la route maritime du Nord, oui, il faut l'admettre, la coopération active avec l'Inde, la Chine, le Vietnam, les pays du Golfe progresse. Les investissements ont déjà commencé. Donc pour conclure, après les interventions d'Igor Evgenievitch et de Sergueï Alexeevitch, je tiens à dire ceci. Nous ne faisons pas que nous expliquer, nous sommes fiers d'être à la fois un ministère et un géant industriel, et de savoir travailler dans cet état de superposition. Nous remplirons toutes les tâches qui nous sont assignées. Et nous sommes prêts à élargir notre feuille de route, dans les proportions qui seront définies par le président de la Fédération de Russie. Merci beaucoup. Et maintenant, après avoir entendu cet exposé clair et ambitieux sur les projets russes dans l'Arctique, il faut prendre un instant pour mesurer la portée historique de ce que nous venons d'entendre. Parce que ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement une question de route maritime, de glace ou de navire. Ce n'est même pas uniquement une stratégie énergétique. Non. Ce que la Russie met en place sous nos yeux, c'est une offensive géopolitique majeure, pensée sur le long terme, qui pourrait redistribuer totalement les cartes du pouvoir mondial. Et ce n'est pas un hasard si Poutine, Rosatom et l'ensemble de l'appareil d'État s'investissent à ce point dans cette région glacée, isolée, souvent négligée par l'Occident. L'Arctique, c'est le nouvel échiquier. Là où se croisent désormais les intérêts énergétiques, militaires, commerciaux, mais surtout les lignes rouges des grandes puissances. Vous avez bien entendu, la Russie ne veut pas participer à la course à l'Arctique. Elle veut la mener, l'organiser, et si possible la verrouiller. Et elle est en train de se donner tous les moyens de le faire. Regardez les faits. 11 brise-glaces aujourd'hui. Jusqu'à 17 prévues demain. Des flottes entières en préparation.
Des alliances stratégiques avec la Chine, l'Inde, les pays du Golfe, pendant que l'Occident tergiverse, hésite, discute. Et pendant que l'OTAN semble toujours en train de se demander quelle stratégie adopter. La Russie, elle, n'attend pas. Elle construit, elle trace sa route, littéralement. Et ce qui est fascinant et peut-être inquiétant, c'est qu'elle le fait en silence, sans fanfare, mais avec une redoutable efficacité. À la soviétique, mais version 21e siècle. Et cela pose une question directe, où est l'Occident dans cette équation? Où est la réponse de l'Europe? Où est la vision de l'Amérique? Est-ce que l'OTAN est prête à admettre que l'Arctique ne sera plus jamais une zone neutre ou figée? Est-ce que les chancelleries occidentales sont conscientes qu'un nouveau front se dessine? Pas militaire, pas encore, mais stratégique, économique, symbolique. Et surtout, est-ce que le monde est prêt à voir la Russie devenir la puissance dominante de l'Arctique, avec tout ce que cela implique en matière d'influence, de contrôle des flux, de projection militaire? Parce que si l'on ne répond pas à cette avancée, et je parle ici de réponse stratégique, pas de provocation, alors dans 10 ans, voire même 5, il sera trop tard. Le Grand Nord parlera russe. Et ce ne sera pas une surprise. Ce sera simplement la conséquence d'une inaction collective. Alors j'aimerais vous poser la question à vous, qui regardez cette vidéo jusqu'à maintenant, et je vous remercie sincèrement d'être resté jusqu'ici. Vous êtes ceux qui réfléchissent, qui analysent, qui ne prennent pas les informations au premier degré. Est-ce que vous pensez que l'Arctique est en train de devenir le prochain théâtre de confrontation entre grandes puissances? Est-ce que vous croyez que la Russie joue un coup d'avance pendant que les autres dorment? Et surtout, est-ce déjà trop tard? Ou reste-t-il une chance pour l'Occident de réagir? Dites-le moi en commentaire. Je veux vraiment lire vos analyses, vos ressentis, vos visions. Est-ce que vous trouvez que la Russie exagère, ou au contraire, est-ce qu'elle fait simplement ce que d'autres ne font pas? Et surtout, si vous étiez à la place des dirigeants européens ou américains, quelle serait votre réaction? L'Arctique, ce n'est plus une zone blanche sur la carte. C'est une zone rouge stratégique, une nouvelle frontière du monde. Et ce qui s'y passe aujourd'hui déterminera ce que deviendra l'ordre mondial demain. Alors partagez cette vidéo, commentez-la, débattez-en autour de vous. Parce que ce sujet n'est pas qu'un enjeu russe. C'est un enjeu global. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, car sur cette chaîne, on continue d'analyser ce que d'autres préfèrent passer sous silence. À très vite, et surtout, restez lucides.